Vous êtes chef d'entreprise de voyage, donc on va parler transport, avion, monde, tourisme, hôtel. Vous allez essayer de nous faire partir un petit peu en vacances, ça va être sympathique. Même si nous sommes dans une abbaye où je pense que les moines partaient peu en vacances il y a quelques centaines d'années. Et puis vous êtes aussi, ça c'est votre personnalité, vous êtes un homme de conviction, de persuasion, de passion, et on va le voir certainement au cours de ce débat. Avant de dialoguer avec Stéphane Courjon, je voudrais vous demander si le CV que j'ai sous les yeux est exact. Vous avez organisé votre premier voyage en 1965, vous étiez étudiant en droit. Vous nous en dites un mot, comment ça s'est passé, comme ça? Ça s'est passé. J'ai organisé en effet le premier voyage au Maroc en juillet 1965. C'est un voyage qu'on a commencé à préparer au mois de janvier avec des jeunes de la rive gauche de Paris. Mon histoire est très simple. Lorsque j'étais jeune, j'ai fait beaucoup de scoutisme et avec un certain nombre d'anciens scouts et puis de responsables de la Maison des Jeunes et de la Culture du 14e arrondissement de Paris et dans le 15e de la Porte-Brancion. On organisait ce voyage d'études. On avait envie de découvrir ce pays magnifique qu'est le Maroc, à la fois sur le plan touristique, historique, géographique, puis aussi un petit peu sur le plan social, car en 65, c'était pas terrible. Le nouveau roi a beaucoup de boulot, là, au Maroc, sur le plan social. On ne peut pas dire que son père lui laissait une situation formidable. Mais il avait du flair, quand même. Alors, en 67, c'est-à-dire 2 ans après, vous créez Nouvelles Frontières. Le nom vient d'une déclaration de John Kennedy, c'est ça? Ah oui, tout ça, c'est pas une invention de Jacques Maillot, c'est une invention du président Kennedy. On l'avait oublié. C'était un grand président, le président Kennedy. Non, mais je veux dire, on avait oublié que c'était des Kennedy. Absolument. On ne pensait pas que c'était Kennedy. Oui. Le mot Nouvelle Frontière, lorsque le président Kennedy a été élu président des États-Unis, le premier discours qu'il a fait, qu'on appelle, je crois, le discours de l'État de l'Union, avait pour thème la nouvelle frontière, c'est-à-dire de changer les rapports entre les pays riches et les pays pauvres. Je dirais que le discours du président Kennedy est encore tout à fait d'actualité, parce que je constate malheureusement que les riches sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Donc il y a un véritable problème. Là-dessus, on peut tous mettre les mains dans le cambouis. Je ne sais pas si on va arriver à résoudre ce problème ce soir. On va essayer. Autre chiffre, 150 destinations sont desservies par Nouvelles Frontières. Oui, 150 minimum. En fait, Nouvelles Frontières, maintenant, nous allons partout. Et alors, dans les chiffres que j'ai, Antilles, 560 000 clients par an, en gros. Ensuite, Grèce, 173, La Réunion, 121 000, bien sûr. États-Unis, Corse, ça, c'est les plus de 100 000. Donc, les Antilles, nettement en tête. Ça continue, Ça continue. Les Antilles, c'est en effet la première destination de Nouvelles Frontières, et surtout depuis 1986, depuis la libéralisation du transport aérien, depuis qu'il n'y a plus le monopole d'Air France et qu'il y a véritablement de la concurrence. Et je dirais qu'il est important pour la situation économique des Antilles de développer le tourisme, car l'économie de la banane n'est pas dans une situation complètement satisfaisante. Et puis nous avons une filiale, la compagnie Corsair, compagnie aérienne que nous avons repris en septembre 89, et les Antilles, c'est la première destination de Corsair. La compagnie Corsair fait un chiffre d'affaires de 2,3 milliards. Les Antilles, ça représente déjà 30% du chiffre d'affaires. Mais par ailleurs, on se développe aussi beaucoup dans la région Caraïbe, en République dominicaine, et puis à Cuba. Si d'ailleurs il y avait un peu plus de liberté à Cuba, ça serait pas mal. On va en reparler tout à l'heure avec Stéphane. Dernier chiffre, j'ai 2 810 000 clients par an. En oui, gros, alors, non, mais en gros, c'est exact. Ça, c'est en 1998, puisqu'on vient d'arrêter notre exercice 99, et nous dépassons, en 99, les 3 millions de voyageurs. C'est une étape importante pour Nouvelles Frontières. Donc le chiffre d'affaires que j'ai, qui est de 8 milliards 796 millions, est aussi dépassé. Il est dépassé. On devrait passer on va passer très légèrement la barre des 10 milliards de chiffre d'affaires consolidé. Ah oui, on arrive dans l'an 2000 dans de bonnes conditions, concernant les chiffres en tout cas. 220 agences dans le monde. Oui. C'est ça. Et 5000 salariés. 6000. 6000. Pas uniquement grâce aux 35 heures. Hein. Tout augmente en fait. Ah oui. Pas uniquement des emplois jeunes. D'accord.
Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que quand on prend contact avec vous, on tombe sur vous au téléphone. D'habitude, on est en relation avec la sous-secrétaire, du chef de cabinet, du directeur de la communication. On tombe directement sur vous, on demande Jacques Maillot et on vous a. Oui, enfin, oui, c'est vrai, je suis très accessible. Oui, j'ai quand même une secrétaire. Ah, oui. Non, mais je mets les choses au point. C'est-à-dire, si on n'est pas content d'un voyage, il ne faut quand même pas vous appeler. Ah, c'est pas faux. Ça m'arrive tout à... Absolument. Ah oui. Je consacre une partie du samedi à dialoguer avec les clients. Et lorsqu'il y a des lettres que je trouve importantes et percutantes avec des points négatifs, j'appelle le client. Il doit être surpris, le client. Mais oui, mais ça me semble très important. À mon avis, un chef d'entreprise, quelle que soit la taille, doit rester en relation avec ses salariés et pas uniquement avec les directeurs et pas uniquement avec les chefs de service. C'est important de rencontrer des vendeuses, de rencontrer des vendeurs, et alors encore plus avec le client. Il n'y a des salariés que si le nombre de clients augmente. Sans le client, nous ne sommes rien dans une entreprise de service. Et le client, vous arrivez à le convaincre, oui, j'imagine, étant donné votre gouaille, ce qui n'est pas négatif dans ma bouche. Le charisme. Comment se passe le dialogue avec les clients en général? Parfois il est vif, Ouais. mais c'est ce qu'il faut. Ouais. Mais en général, il se passe très bien. Ouais. Ça, en général, il se réinscrit. Donc c'est bon signe. Oui, c'est bon signe. Absolument. Non, mais même parfois ça va même au-delà. D'ailleurs, on organise dans des agences en province des réunions avec des clients à propos d'inauguration ou lorsqu'on distribue des cartes initiales pour les clients. C'est très important pour un chef d'entreprise d'être en contact avec la clientèle. Alors là, vous parlez de vos salariés, ça tombe bien, parce que c'était ma première question. Je peux tomber la veste parce que je vois Oui, allez-y, je vous en prie. Excusez-moi, mais... Ah oui. Alors, avant de parler des voyages, on a envie de vous poser évidemment beaucoup de questions je m'arrêterai là. sur les... Qui sait Poser beaucoup de questions sur les sujets économiques et sociaux du moment. Mais pour en revenir à Nouvelle Frontière, vous parlez de vos salariés. J'ai lu quelque part, et je pense que vous allez nous le confirmer, que vous passez un jour sur deux en allant au travail dans une des agences à Paris pour rencontrer vos salariés, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Ouais. Presque plus d'un jour sur deux. Ce que je fais, je passe dans les agences qui sont à côté de mon domicile, mais je ne veux pas non plus m'enfermer, si vous voulez, dans une routine. Et le samedi, ou une fois par semaine, je vais à l'improviste dans d'autres agences. Et puis aussi, j'essaye au cours d'un mois d'aller rencontrer une agence en Europe, dans l'une de nos filiales, et même lorsque je peux, au-delà de l'Europe. Parce que c'est important, bien sûr, j'ai des rapports des chefs des ventes, j'ai des rapports des responsables d'agence, hein, c'est très facile par la messagerie informatique, mais ce n'est pas suffisant. Je pense que c'est important d'aller sentir la situation sur le terrain. Et puis même dans une agence, c'est aussi de rencontrer un certain nombre de clients, à la fois et les clients et les salariés. C'est ça l'image du patron de gauche qu'on vous colle souvent? Je pense qu'il n'y a pas un patron n'est ni de droite ni de gauche. Un patron, il est là, il doit faire preuve de pragmatisme, il doit être capable de s'adapter et de satisfaire ses clients et d'être à l'écoute de l'ensemble des salariés pour mieux les comprendre et pour répondre à leurs besoins. Alors, bien sûr, à titre personnel, j'ai des convictions, je suis un citoyen. Et aussi des patrons qui sont animés par la justice sociale. Là, il y a différentes sensibilités. C'est vrai que je cherche à être équitable. C'est vrai que vous n'avez jamais licencié en 30 ans? Alors, je n'ai en effet jamais... J'ai fait uniquement des licenciements pour malhonnêteté. Il y a un point sur lequel je suis intransigeant. Lorsqu'un travailleur confond sa poche avec celle de Nouvelle Frontière, ce problème, il est très vite réglé. Bon. Ça, c'est normal. Ouais. C'est tout. On a déjà, mais pas de plan social. En 32 ans, ben non, parce qu'on a passé notre temps à embaucher. Je m'excuse, mais c'est important. Ben non, et on a passé notre temps à créer des emplois. Donc, il n'y a jamais eu de plan social et il n'y a donc jamais de licenciement. Vous n'avez jamais été tenté, non, sincèrement, parce que c'est une solution un peu de facilité aujourd'hui pour certains chefs d'entreprise? Non, lorsqu'un salarié n'est pas bon, on essaye toujours de voir pourquoi. Alors ça nous est arrivé par contre que des salariés changent de service, changent d'agence, changent de succursale ou de filiale. Mais c'est pas... Mais pour raison économique, vous avez toujours essayé de trouver de la solution? Ah oui, on a eu par exemple des difficultés... En 97
Oui, on en a eu 2 fois, je dirais, dans la vie d'entreprise, en 86, en 97. Et en fait, c'était des mauvaises décisions que nous avions prises, et ce n'était pas de la responsabilité des salariés. Je crois qu'il faut d'abord toujours regarder du côté du patron, et regarder du côté des directeurs et des chefs de service, pour voir si les décisions qui sont prises sont les bonnes décisions. Donc j'imagine que vous n'êtes pas du tout de l'avis de ces chefs d'entreprise qui annoncent le même jour licenciement et gains et bénéfices. Bon, c'est pas du tout votre pratique. Non, mais c'est pas ma pratique. Et puis je trouve que c'est une erreur, c'est un massacre sur le plan de la communication. Ouais. Vous faites allusion à M. Michelin. Ouais. Il a une excuse, c'est un débutant, M. Michelin. Ouais. Je parle du fils. Hein. Ouais. Le père, c'est un vieux routier. Ouais. Bon, bah pour un débutant, on fait tous des erreurs. Il ne les refera plus. Ouais. Il l'a dit d'ailleurs sur France Inter à Stéphane Poli un matin. Ouais. Il s'était trompé, qu'il avait mal communiqué, il avait dû se tromper de note. Mais votre ami Alain Etchegoyen, qui était là il y a un mois, avait plutôt pris sa défense à l'époque. C'est normal. Mon ami Alain Etchegoyen connaît très bien Michelin. Il adore la famille Michelin. Ouais. Alain Etchegoyen a une grande qualité, il est fidèle en amitié. Et ça, il faut toujours rendre hommage aux personnes qui sont fidèles en amitié. Le tiercé pour vous, c'est client, salarié, actionnaire ou c'est l'inverse? Ah oui, c'est ça, c'est bon. Oui, il est bon le tiercé, là. Ouais. Absolument. Je l'ai dans l'ordre, là. Absolument. Client, salarié, actionnaire. Alors ça, il n'y a pas beaucoup de patrons qui sont d'accord avec moi là-dessus. Ouais, je ne suis pas adhérent au MEDEF, vous en êtes aperçu. On va en reparler. Non, le client et salarié, c'est très lié pour vous. Tout à fait. Non mais, pour qu'il y ait de l'emploi, je me rappelle, même Michel Rocard s'en était aperçu. Ouais. Un jour, il avait dit, pour qu'on crée des emplois, il faut qu'il y ait des clients. C'était au moment où la gauche balbutiait, elle a fait beaucoup de progrès depuis. Il n'y a pas de problème. Bon, donc, le client, c'est fondamental. Si on veut qu'il y ait de l'emploi actuellement, en France, il y a de la croissance, les Français ont le moral, on va créer à fond des emplois. On va arriver, le Premier ministre a raison, dans quelques années, dans une situation de plein emploi similaire à la situation des États-Unis. Donc, il faut y aller à fond. C'est là où on crée des véritables emplois. C'est là où on crée de la richesse. Et pour partager les richesses, il faut d'abord en générer. Et le salarié, enfin la bonne ambiance dans l'entreprise que vous essayez de communiquer à vos salariés, elle est indispensable pour avoir justement plus de clients, selon vous? Oui, à mon avis, pour bien servir un client, pour l'écouter, pour répondre à ses demandes, à ses aspirations, c'est important que le salarié soit bien. C'est-à-dire que lorsque le matin il met ses chaussettes, c'est-à-dire encore une journée à NF, on y est tellement bien. Ça, c'est vraiment important que le salarié soit content de venir dans son entreprise. On a parlé des clients et des salariés, les actionnaires. Je vous pose la question, pas innocemment forcément, puisque vous allez entrer au second marché dans cette année, au premier semestre, a priori, c'est prévu. Au cours de l'année 2000. Vous les tenez en haute estime, les actionnaires, ou c'est vraiment la dernière roue du carrosse? Ah non, j'ai pas dit ça. Ce sont mes amis qui sont actionnaires. Oui, en plus. Donc je suis fidèle. Ouais. L'amitié, dont moi. Ouais. Donc j'ai quand même un peu d'estime pour moi-même. Hein? Non. Alors si vous voulez, bon, l'avantage, 94% de Nouvelles Frontières est contrôlé par des salariés qui sont là depuis très longtemps, et puis 58% le Crédit Agricole de l'Île-de-France. Nous avons la première banque française comme actionnaire. J'ai aussi un très grand respect pour cette grande banque, pour cette réussite qu'est le Crédit Agricole. Mais c'est lié à partir du moment où le nombre de clients augmente, à partir du moment où les clients sont au rendez-vous et sont satisfaits, à partir du moment où une majorité de salariés sont épanouis, automatiquement, ça se rejaillit vers les actionnaires. Mais nous, les actionnaires sont les mêmes. Hein, les actionnaires, ils sont en même temps salariés chez nous, hein, ils ont des responsabilités, ils sont directeurs, ils sont chefs de service. Mais bientôt, ça va changer, parce que vous allez céder 15 à 20%. Donc on va mettre 15 à 20% sur le marché, on va quand même bien verrouiller. Ouais. Hein, on ne veut pas que n'importe qui rentre parmi nous. Ouais. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'imagine que oui, que lorsque des chefs d'entreprise ont leur entreprise qui rentre en bourse, adoptent un langage un peu plus mesuré, un peu langue de bois, pour ne pas froisser ses actionnaires. Vous, avec la franchise que vous avez, ça ne va pas être trop difficile de vous contenir? Mais écoutez, je n'ai pas l'intention de changer. Ouais. Donc peut-être que l'action fera un peu de yo-yo, mais à la fois ça peut monter très fort et puis descendre. Ouais. La langue de bois, c'est ce qu'il y a de pire. Oui, je ne serais pas venu ici si c'était pour faire de la langue de bois. Ouais. Ça n'a strictement aucun intérêt. Ouais. Parlons un peu des 35 heures, parce que vous avez été, ça a été très remarqué, l'un des premiers à signer l'accord en novembre 98, donc ça fait quand même plus d'un an. En décembre 98. C'était le cadeau de Noël pour les salariés. Ah, donc est-ce que vous considérez que c'était une bonne loi donc?
Non, mais je pense que c'est une très mauvaise loi, je n'ai cessé de le répéter. D'abord, je suis contre cette loi, car, à mon avis, en France, on veut légiférer sur tout et à tout moment. Et puis, en plus, il faut que les partenaires sociaux passent des accords. Donc, je suis vraiment partisan. Qu'on aille aux 35 heures, par des accords de branche, par des négociations à l'intérieur de chaque entreprise, ça, c'est une bonne chose. D'ailleurs, nous, on avait négocié pendant 9 mois auparavant. C'est la raison pour laquelle nous sommes arrivés, avec les 2 syndicats d'entreprise, EFO et la CGT, à signer un accord en décembre 1998. Est-ce que si l'État légifère, c'est pas aussi parce que c'est la seule méthode pour pousser les chefs d'entreprise? Non, mais c'est ce qu'on dit, mais il faut quand même changer. Écoutez, on va voir. Apparemment, il va y avoir un grand chantier social. Le MEDEF prend des initiatives sans précédent. Finalement, ils sont tous convoqués, ils vont tous aller au rendez-vous. On va remettre à plat une série de conventions collectives. On va voir si la France est capable d'innover sur le plan social. C'est vrai que les syndicats sont faibles. Nous avons besoin de syndicats plus forts. Le système, par exemple, qui fonctionne en Allemagne, au niveau du partenariat social, à mon avis, est quelque chose d'intéressant. Cette loi, enfin en tout cas cette application des 35 heures, vous l'auriez faite de toute façon sans loi? Je l'aurais fait sans loi, mais je peux vous dire qu'il y a 2 autres secteurs dans nos filiales, dans le transport aérien, chez les navigants, ça pose quand même quelques problèmes, les 35 heures, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis nous avons la chaîne Les Palladiens, les hôtels-clubs de Nouvelles Frontières, dans la restauration, un modèle, le groupe Accor. Chez Accor, on travaille 43 heures, dans les Palladiens, on travaille 43 heures, et à certains moments dans l'hôtellerie, c'est impensable de travailler 35 heures. Je ne parle pas des bistrots où on travaille 17 heures par jour et on fait encore un peu de black. Bon, ça, il faut y mettre un terme. Là-dessus, on est bien d'accord. Mais de travailler 43 heures, donc ça va se terminer par des heures sup. Or, quand même, le but des 35 heures, ce n'est pas de générer des heures supplémentaires. Je le disais tout à l'heure, vous êtes patron de gauche, mais ça, c'est pas moi qui le dis, ça a été dit déjà depuis longtemps, et vous avez vos convictions, vous l'avez dit. Quel regard vous portez sur la politique, notamment sociale et économique du Premier ministre aujourd'hui? Je pense que le Premier ministre a eu beaucoup de chance. Et j'espère que tous les matins, il remercie le Président de la République. D'ailleurs, il a eu raison, j'ai vu qu'il avait ironisé encore hier sur le Président de la République, et je trouve que là-dessus, il a eu raison. Mais la croissance, c'est pas de la faute de M. Jospin. Yo-Yo, alias Lionel, il a beaucoup de chance, il y a de la croissance, les Français ont le moral, c'est les Français qui font la croissance. C'est nous tous ici. Si la France va mieux, c'est parce que l'ensemble des participants, on a fait ce qu'il fallait. Et je m'en réjouis. Le moral est formidable en ce moment, l'automobile marche à fond, le bâtiment va bien. À mon avis, on est en train de vivre des années comme aux États-Unis. Il y a une 10 années de croissance consécutive aux États-Unis. Je fais un pronostic, et Jean Boissonnat, qui est un économiste sérieux... 2010, plein emploi. 2010, plein emploi. Plein emploi, ça ne veut pas dire zéro chômeur, malheureusement. Donc, le Premier ministre, il communique très bien. Et je dis au Président de la République, il peut mieux faire. S'il veut repasser, il faut qu'il s'y mette. Sur les privatisations, finalement, il a fait mieux que Balladur, qui avait déjà le record. De faire mieux que Balladur, très franchement, là, je ne suis pas un homme politique, c'est pas très difficile. Et pour communiquer, alors là, c'est pas dur, là. Tu sais ce que c'est qu'un électeur, Balladur? Oui. Non, mais sur la privatisation d'Air France, par contre, là, je pense que vous allez mettre un bémol. Non, mais sur les privatisations, je me réjouis que le Premier ministre, là-dessus, est allé au-delà de son programme, mais je crois que là aussi, après, ils peuvent beaucoup mieux faire. Quand je vois l'État qui est encore actionnaire d'Air France, ça n'a aucun sens dans un pays européen et dans un pays développé. Il faut vraiment privatiser complètement France. La même chose pour France Télécom. Et en plus, les salariés de France Télécom ont fait une très belle opération. Même les syndicats qui étaient contre au début la privatisation, on ne les entend plus. Non mais en France, dans un temps, l'État voulait s'occuper de l'informatique, on avait avec Bull, le résultat voulait s'occuper de casseroles, il voulait s'occuper d'automobile. Écoutez, l'État, qu'il s'occupe de sécurité, qu'il s'occupe des prisons, là, il y a du boulot là apparemment, d'après le livre que je suis en train de lire. Donc, il y a une série de missions régaliennes qui appartiennent à l'État, le reste, c'est l'affaire des entreprises, c'est l'affaire des travailleurs, c'est l'affaire des citoyens. Qu'on nous laisse innover, qu'on nous laisse créer, qu'on nous laisse entreprendre.
Un dossier sur lequel vous devez être très sensible, j'imagine, en tant que chef d'entreprise et aussi pour votre avenir, c'est les retraites. Est-ce que là, vous le trouvez assez courageux, le gouvernement, comme les autres d'ailleurs, hein? Bah écoutez, le gouvernement était très prudent pour l'instant. Là, je peux pas anticiper. Je ne sais pas ce que le gouvernement va faire. Bon, je pense qu'honnêtement, le rapport Charpin me semble quand même plus sérieux que le rapport Tolade. Le rapport Tolade, je crois qu'il y a une bonne définition qui a été faite par M. Barre. Il rigolait, il a raison, le rapport Tolade, c'est un véritable gag. Enfin, je pense qu'il est de combine avec le Premier ministre pour pouvoir choisir une voie moyenne entre Charpin et Tolade. Et d'ailleurs, j'ai tout à l'heure égratigné Michel Rocard, que j'aime beaucoup par ailleurs. Il a fait un très bon livre blanc sur les retraites, qu'on ressorte. Je crois qu'il doit y avoir combien 35 rapports sur les retraites. En matière de rapport, la France ne manque jamais de rapports. Hein. Alors, à mon avis, qu'on sorte tous les rapports, qu'on fasse une synthèse, et puis qu'on se mette d'accord avec les partenaires sociaux pour trouver une mesure. Et puis on a une chance. Les caisses se remplissent, hein, il y a de la croissance, ça va mieux, c'est le moment de régler le problème des retraites. Vous avez parlé tout à l'heure du MEDEF et vous souligniez que vous n'y étiez pas adhérent. Est-ce que c'est parce qu'il ne vous représente pas bien, vous, chef d'entreprise? Vous avez vu, je suis un peu libertaire sur les bords. Oui, c'est sûr. Je suis quelqu'un d'un peu indépendant. Non, je ne me sens pas tout à fait représenté par cette structure. Ouais. Mais de toute façon, en plus, il y a une structure dans notre profession, puisque je suis tour opérateur et dans le voyage. Il y a en effet un syndicat des agents de voyage qui fait partie du MEDEF, mais je ne fais pas partie du syndicat des agents de voyage non plus. Je suis très indépendant par état d'esprit. Oui, mais vous n'êtes pas très aimé d'ailleurs dans la profession. Ah bon? Non, mais je sais pas, je vous pose la question. Écoutez, il y a peut-être des professionnels dans la salle, on va pouvoir redébattre. Le syndicat national des agences de voyage, est-ce que dans l'ensemble, il vous suit sur certains dossiers ou est-ce que... Ah bah ça, ils m'ont pas tellement suivi sur les 35 heures. Oui, c'est bon. J'ai été vraiment le premier à signer un accord dans la branche. Mais ils ne sont pas arrivés à passer d'accord de branche. Ouais. Ils ne sont pas toujours audacieux au MEDEF. Hein. Non, alors justement, sur le Ernest Antoine-Salière qui demande un peu de transparence de la part des patrons, notamment sur leur salaire, ça c'est un gadget médiatique complètement? Bon oui, enfin ça, écoutez, j'ai été le premier à donner mon salaire. Vous voulez savoir combien je gagne? Je vais vous le dire tout de suite. Là, on va jouer dans le gadget. Mon salaire mensuel est de 50 000 francs net par mois. Ouais. Et puis, c'est tout. Parce que l'avantage dans le salaire, il faut voir après ce qu'on met. Mais quand même, alors pour être complet, par contre, je possède 38% de Nouvelles Frontières. Ce qui représente 800 millions de francs voilà. après. Exactement. Je crois qu'il faut être complet dans la présentation. Oui, tout à fait. Faire du pipeau. Voilà. Juste une dernière... Alors, transparence, oui, à condition que les patrons donnent tout. Voilà. Mais je vois l'un de mes concurrents, M. Bourguignon, il oubliait l'autre jour qu'il avait 3 millions d'intéressement. Alors quand on perd 3 millions en route dans la présentation, c'est embêtant quand même. Hein. C'était sans doute sa part de vérité. Oui. Avant de parler du tourisme et d'Internet notamment, vous avez dit si on estime que certaines choses ne vont pas en France, il faut se battre en tant que chef d'entreprise, et si ce n'est pas suffisant, aller se présenter devant les électeurs. C'est une chose à laquelle vous pensez? Non. Non, j'ai déjà fait ça. Je me suis déjà présenté une fois, vous le saviez pas. Non, je vous donne un scoop au Mans. J'ai été une fois en 73 devant les électeurs. Ça m'amusait à titre sportif. Pour quel mandat c'était? Pour être député. Ah oui. Face à un gaulliste, M. Delamalène, qui était très inquiet d'ailleurs. Il a dit, j'ai un jeune devant moi là, qui est obligé de faire campagne. Là. Bon, c'est une expérience intéressante. Ça m'a permis de rencontrer François Mitterrand qui est venu me soutenir. Qui me disait d'ailleurs, n'allez pas trop voir les travailleurs, c'est bien de la part d'un socialiste. Il me disait, on va aller voir les libraires. François Mitterrand adorait les libraires. Donc j'ai fait avec François Mitterrand une tournée des libraires en 73. Ah, c'est grand ça. Pour ma culture, c'était important. Hein? Bon, on parle un peu de tourisme, même beaucoup. Mais j'étais vraiment un touriste en politique, vous l'avez compris. Parlons de l'avenir du marché du tourisme, et un marché qui est bouleversé déjà par l'arrivée d'Internet, sur lequel vous avez été très rapidement présent. Aujourd'hui, je crois que tous les mardis, sur votre site de vente aux enchères, vous avez 60 000 internautes, jusqu'à 60 000 internautes. C'est quel type de clientèle? C'est une nouvelle clientèle pour vous? Ce sont des étrangers? C'est vraiment une nouvelle clientèle. Alors, soyons quand même clairs, Internet, c'est un petit chiffre. Ouais. En 98, nous avons fait 60 millions de ventes sur Internet, et en 99, on a quand même doublé 120 millions de ventes. Hein, et on prévoit un chiffre d'affaires de 300 millions en l'an 2000. Ah oui. Voilà. Et c'est essentiellement des nouveaux clients. Le pourcentage est de combien, le pourcentage? Le pourcentage, on a fait une petite statistique, 80% de nouveaux clients. Ah oui. Alors donc, on développe tout à fait notre activité pour vendre des vols, des circuits et des séjours, à la fois sur le site français, plus le site américain, un autre site en Italie et en Espagne. Donc on veut vraiment couvrir l'ensemble des continents. Donc, en fait, actuellement, notre politique, c'est d'avoir une politique de diversification de la distribution.
à la fois les agences, la vente par téléphone, la vente par correspondance, et puis je dirais tout ce qui est un peu la vente à distance, avec le téléphone, encore un peu de Minitel avant que ça disparaisse, et puis l'Internet. Et l'avantage vraiment du web, je prends un exemple, j'ai parlé tout à l'heure des Palladiens, lorsqu'on veut vendre un hôtel club, je dirais que le séjour, mettons dans un hôtel club au Sénégal, eh bien, il commence sur Internet. Même si j'ai la dernière brochure qui vient de sortir, même si elle est bien faite, on a une information beaucoup plus précise, beaucoup plus pointue, beaucoup plus complète sur Internet. Mais les tarifs changent parce qu'il y a la concurrence et Internet vous permet de les mettre à jour régulièrement. Ça, c'est un grand avantage. Et l'avantage aussi des enchères, alors là, c'est des prix vraiment très bas. Ouais. Là c'est très bon pour les deux parties. C'est les places d'avion qui nous restent sur les avions de Corsair ou d'Aérolion, ce qui nous reste dans nos hôtels clubs, dans nos Palladiens, et aussi dans nos circuits ou dans les accords qu'on a avec des compagnies comme Lufthansa, KLM, Sabena ou autres. On peut faire une économie jusqu'à combien sur votre site, par exemple ? 70%. Ah oui. Ah oui. Il y a des clients, tout à l'heure, Monsieur le Président me parlait de Paris-Rodez, j'ai vu des clients aller pour 200 francs à Rodez. Ça coûte moins cher qu'avec Air Liberté TAT où c'est 2400 francs. Ouais. Ça fait un écart. C'est à condition de participer aux enchères de Nouvelles Frontières. Ouais, bien sûr. Mais quand même, un Paris-Tahiti, mardi dernier, il y a 10 clients qui ont acheté du Tahiti à 3700 francs l'aller-retour. Il y a 42 heures de vol aller-retour pour aller à Tahiti. 3700 francs pour aller à Tahiti, c'est fabuleux. Ouais. Mais ça, c'est des départs aussi, par contre, assez proches. Ah oui, là, tout ce qu'on met sur les enchères sur notre site Internet, c'est pour des départs immédiats. On joue le mardi aux enchères, on part entre le mercredi et le dimanche. Ah, effectivement. Ah oui. Oui. Oui, ça, c'est sûr que pour les couples, avec... ah oui, on ne peut pas tout avoir, non, mais je comprends. Mais je vais vous dire une chose, il y a des tas de gens disponibles. Oui, non, mais bien sûr, avec les 35 heures, absolument, on en parlait tout à l'heure. Enfin, notamment. Les 35 heures, oui, à condition d'avoir du pouvoir d'achat. Voilà, exactement, on en parlait tout à l'heure. Pour pouvoir voyager, il faut un petit peu de pouvoir d'achat. Ouais. Certes, les prix ont beaucoup baissé. Ouais. Ah oui, là, c'est pour des départs immédiats. Celui qui ne peut pas partir immédiatement, il s'inscrit tout à fait normalement. Ouais. La majorité des clients s'inscrivent encore tout à fait normalement, à la fois dans une agence ou par téléphone ou par correspondance ou sur Internet. Pratiquement, comment ça se passe pour ceux qui ne sont pas sur le site ? On laisse son numéro de carte bancaire en toute sécurité. Absolument. Et les enchères montent de 20 francs en 20 francs. Exactement. Ouais. Voilà. Et la mise, alors pour un pays proche, 100 francs le point de départ, pour un vol long courrier, 200 francs. Et lorsque c'est une croisière ou un hôtel club, 500 francs au départ. Et ça dure combien de temps, l'enchère sur chaque... Alors, il y a 2 séances. La première séance, c'est le mardi en fin de matinée, de 11h30 jusqu'à 13h30, donc 2 heures. Et puis, on remet ça l'après-midi de 15h à 17h. Et est-ce que vos agents ne sont pas inquiètes de voir qu'il y a de plus en plus de clients sur le net et que vous allez... Est-ce que vous êtes obligé d'en fermer ? Non seulement on n'en ferme pas, on en ouvre. Ah bah écoutez. Absolument. Nous avons créé, au cours de l'année 99, 1100 emplois. Actuellement, on rénove nos agences et on crée essentiellement des agences dans les centres commerciaux. Pour être très présent, puisque maintenant... La grande distribution aussi. La grande distribution s'y met, et je me réjouis que Carrefour, Leclerc vendent du voyage. Plus la concurrence fonctionne, mieux c'est pour le consommateur, et ça permet vraiment aux clients de choisir le meilleur prix et le meilleur rapport qualité-prix. Mais il est important qu'on soit présent aussi maintenant dans les grandes surfaces. Les prix ont baissé de combien, là, à peu près on va dire, ces 2-3 dernières années, avec l'arrivée de plus en plus importante de la concurrence? En tout cas, les prix n'ont pas augmenté, puisqu'il n'y a pas d'inflation. Ouais. Et lorsqu'ils baissent, au cours des 3 années, je dirais qu'ils n'ont pas bougé. Et lorsqu'il y a eu des baisses, elles ont été de 5 à 10%. On peut aller encore plus bas? Oui. Oui, je le disais tout à l'heure. Par exemple, en Europe, il y a un manque de concurrence à l'intérieur de l'Europe. En Europe du Sud, il y a des destinations où on peut intensifier la concurrence. Je prends un exemple sur Madrid. À l'est de l'Europe, forcément, depuis la chute du mur, il y a encore des restes du communisme, il y a encore des accords de duopole. Puis Air France aime bien maintenir les duopoles. Donc de ce côté-là, il y a beaucoup de travail à faire des relations de l'est de l'Europe. Pour qu'il y ait une véritable concurrence, il faut au minimum qu'il y ait 3 opérateurs, 3 compagnies aériennes. Donc je dirais, on peut encore beaucoup mieux faire dans le domaine de la concurrence. Alors on va revenir sur la concurrence avec l'arrivée de l'euro, mais juste un mot sur le net encore sur une question. L'avenir pour de nouvelles frontières sur Internet, ça peut aller jusqu'où selon vous? Parce que les possibilités sont de plus en plus multiples. Est-ce qu'on pourra un jour trouver tout le catalogue et faire son voyage et se le combiner sur un plan technique, oui. Oui, c'est très facile. Ça, je vous réponds. Alors là, il n'y a aucune objection sur le plan technique, parce que, mettons, une brochure comme celle-là, la brochure séjour, et aussi la brochure circuit,
et la chose qu'on appelle chez nous à la carte, que tout soit sur le web. Strictement aucun problème. À mon avis, la révolution du multimédia, ça va être comme le portable. Regardez, le portable en France, ça a du mal à démarrer, ça explose. L'arrivée de l'euro. Est-ce que, alors on va évidemment passer beaucoup plus facilement les frontières, mais est-ce que la concurrence ne va pas s'accentuer? Parce qu'on va pouvoir finalement maintenant comparer les tarifs entre Nouvelle Frontière et une compagnie allemande ou anglaise, les Allemands qui sont d'ailleurs les leaders, je crois, en Europe, c'est là que les plus grands tours opérateurs. Est-ce que vous l'attendez avec inquiétude ou au contraire avec plutôt d'impatience? Je vais vous répondre de toute façon que je sois inquiet, peu importe. Oui. Mes états d'âme, c'est une réalité. Ouais. Je crois qu'en effet, l'euro, quand ça va devenir du concret, un exemple quand même, j'ai voulu acheter des Airbus en euros, ça n'a pas été possible quand même. Ouais. Pour l'instant, on m'a répondu, c'est quand même grave, Airbus, c'est une entreprise européenne, on m'a dit, monsieur Maillot, on fait votre contrat en dollars. Ça prouve que l'euro n'est pas encore rentré complètement dans le mœurs, même chez Airbus. Je le regrette. Mais dans 2002, lorsqu'on va avoir des euros dans les mains, en effet, il va y avoir une concurrence extrêmement forte avec les tours opérateurs allemands qui sont très puissants, qui sont déjà d'ailleurs présents directement ou indirectement sur notre marché, et la même chose aussi pour les tours opérateurs britanniques. Donc je dirais, la concurrence dans notre secteur comme dans notre secteur, nous n'avons pas le choix. Donc il faut qu'on fasse des efforts encore au niveau du prix, nous en sommes tout à fait conscients, et aussi encore toujours au niveau de la qualité, pour avoir des produits pointus, avec le meilleur rapport qualité-prix, et avoir du stock. L'avantage, je dirais, par rapport à nos concurrents français, on a quand même chez Nouvelle Frontière un stock important. Et on a aussi un avantage, on est ce qu'on appelle un tour opérateur intégré, c'est-à-dire qu'on contrôle toute la chaîne. On contrôle toute la chaîne. Ouais. Et là-dessus, Nouvelle Frontière est exactement comme Neckermann, comme TUI, ou comme Thomson, ou comme Fort Choice, donc comme les grands tours opérateurs allemands et britanniques, ce qui n'est pas le cas de nos concurrents français. Est-ce que par exemple, les voyageurs français seront prêts à aller voir un tour opérateur allemand ou un tour opérateur anglais en achetant un produit plutôt siglé allemand ou anglais? Est-ce qu'on est prêt à acheter un forfait, même moins cher, s'il est conçu par un Allemand? Les Français sont des consommateurs très avisés. Ils font jouer la concurrence à fond, ils font leur marché régulièrement. S'il y a un produit d'un Théo allemand qui correspond tout à fait à ce qu'ils veulent, ils le prennent. Même s'il ne présente pas, alors, je vais vous répondre. Il y a des destinations où je serais nuancé. L'Égypte. Les Français adorent l'Égypte, et c'est vrai que les Allemands ne sentent pas l'Égypte comme nous. On ne va pas se prendre de sérieux. On est, je dirais, sur le plan culturel. On sent la manière de découvrir l'Égypte. Les Français n'iront jamais avec un Théo allemand en Égypte. Ils partiront avec un opérateur français. Par contre, aux Baléares... par contre, aux Baléares, là, je dirais que là, franchement, ils sont... puis pour les prix, ils sont plus forts que nous. Lorsqu'il y a 2 747 de Corsair, il doit y en avoir 25 des tours opérateurs allemands. Bon, ils ont acheté les Baléares. C'est clair et net. J'espère que c'est pas avec l'argent de M. Kohl. Oui. Ça me gênerait. D'autant plus qu'avant, en plus, je crois qu'aux Baléares, ils étaient contents de voir arriver des devises assez différentes de tous les pays européens, mais maintenant qu'il n'y aura plus que l'euro, ils donneront priorité. Non, mais absolument. Non, mais là, je pense qu'avec l'euro, en effet, ça va être une concurrence, et on va être tous, je dirais, une égalité de traitement, égalité de concurrence. Et à terme, est-ce qu'il n'y aura pas plus finalement que 2 ou 3 grands tours opérateurs en Europe? Vous êtes 8e en Europe, est-ce que... Vous êtes inquiet pour moi? Non, pas du tout, je vous pose la question. Est-ce que c'est pas ça l'avenir, c'est d'en avoir plus que 2 ou 3 dans la zone? Non, je vous réponds, je pense qu'il y aura, à la fois au niveau des tours opérateurs et au niveau des transporteurs, des regroupements. Et c'est vrai, c'est très à la mode. Actuellement, sans arrêt, lorsqu'on ouvre un journal, c'est qui va acheter qui. Alors, donc, il faut qu'on poursuive notre politique de croissance interne, il faut qu'on prenne encore un peu de muscle pour pouvoir bien résister à cette concurrence forte. La solution, c'est pas aussi d'être plus présent dans d'autres pays d'Europe. Vous l'êtes déjà. C'est ce qu'on a fait. Europe du Sud. Europe du Sud. On a fait le choix d'avoir un rôle leader en Europe du Sud. On est très, très présent en Italie, en Espagne et au Portugal. Honnêtement, en Allemagne, on est nuls. Les Allemands ne nous ont pas attendus. Et en Grande-Bretagne, nous sommes à main. On n'est pas mauvais sur la partie réceptive, mais lorsqu'un Anglais a envie de voyager, il ne passe pas par New Frontier. En plus, mon accent est très mauvais, vous l'avez vu. Sur les 35 heures, un sondage... Ah, vous aimez bien les 35 heures? Non, c'est plus pour voir si justement on va plus voyager. Je les ai pas encore. Ah, vous les avez pas encore? Non, je les ai pas encore. Il faut négocier dans faut que je vienne travailler chez vous. Structure, pardon. Vous en reparlerez à mon patron. J'en parlerai avec votre patron. On va régler ça tout à l'heure. Ça va être la première réunion.
Selon un sondage IFOP, les gens, quand on leur demande qu'est-ce que vous allez faire du temps que vous aurez en supplément avec les 35 heures, ils disent d'abord se reposer, ensuite s'occuper des enfants et troisièmement voyager. Est-ce que vous y croyez? Peut-être sur des voyages plus courts? Je vous réponds, je crois tout à fait à ce sondage, qui est une photographie à un moment précis, mais j'ajoute ce que je disais tout à l'heure, Pouvoir d'achat. pouvoir d'achat. C'est vrai qu'on fait de plus en plus de longs week-ends. Il est exact que les Français aussi morcellent et partent plus souvent. Il y en a par exemple qui partent à la neige, qui font aussi un peu de vacances au soleil, et puis qui partent l'hiver et qui partent l'été. Il y a qu'à voir aussi, il y a énormément de clients vers 60 ans et puis au-delà qui voyagent énormément au niveau des retraites, même si on estime que la retraite elle est toujours insuffisante. Il y a des retraités, moi je constate, qui voyagent énormément, qui sont une partie de notre clientèle. Donc, d'avoir plus de temps libre, c'est bon, à condition d'avoir du pouvoir d'achat. Mais ce qui est vrai, c'est que l'automobile, c'est sacré pour les Français, vous savez tous, et le voyage, c'est très important. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, même pendant les années, lorsqu'il y a eu la crise, qui a duré vraiment pendant des années, eh bien, pendant la guerre du Golfe, à condition de ne pas proposer des circuits en Irak, forcément, tout près du conflit, eh bien, les Français ont continué à voyager. Bon, c'est vrai qu'ils ont un peu délaissé à l'époque le Maroc, la Tunisie, etc. Mais on parlait des Antilles tout à l'heure, il y a eu un véritable boom vers les Antilles à ce moment-là. Donc ce qu'on disait tout à l'heure, l'avis de Jean Boissonnat en disant qu'il y aura un quasi plein emploi en 2010, c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous. C'est une bonne nouvelle, et Jean Boissonnat est quelqu'un de sérieux. Donc tout va bien. Est-ce que les gens consacrent de plus en plus d'argent au voyage? Non, les gens, ils achètent de mieux en mieux. Et ils ont raison. Ils regardent. Il y a des clients, l'avantage maintenant avec le web, ils suivent l'évolution des prix. Il y a même des clients qui attendent les promos. Dans notre secteur, on n'a pas besoin d'un coup de sifflet de Mme Lebranchu pour savoir si on solde oui ou non. On le fait tout seul comme des grands, sans l'autorisation de Marie-Lise, et on y va. S'il nous reste quelques stocks, eh bien, on les met dans le web, on met des affichettes dans nos agents, et puis on y va. Donc, il y a aussi des consommateurs, lorsqu'ils ont des dates de vacances très souples, eh bien, ils profitent des promotions. Il y a celles et ceux, je comprends très bien, qui partent avec les enfants, et là, il y a les problèmes de scolarité, mais il y a aussi des personnes qui sont très disponibles et qui peuvent voyager à tout moment. On voit aussi même des clients qui disent, tiens, le mercredi, finalement, j'ai un petit trou, j'ai un coup de bourdon, j'ai envie de partir 8 jours à Marrakech. Ils passent nous voir pour voir quels sont les prix pour une semaine à Marrakech. Est-ce qu'en termes de destination, il y a 10 ans, vous auriez pu nous dire, dans 10 ans, je prévois qu'il y aura telle ou telle destination qui va émerger. Maintenant, est-ce qu'on n'a pas tout vu ou est-ce que tout n'est pas vendu en termes de destination? Est-ce que c'est pas plutôt du côté des formules que ça va changer? Non, mais c'est vrai. Actuellement, on va partout. Ceci dit, on va partout. Pour qu'il y ait aussi des prix très compétitifs, il faut quand même qu'il y ait un taux de fréquentation important et qu'il y ait au niveau de l'aérien de l'activité. Mais c'est vrai que ça joue aussi au niveau de la formule. De toute façon, en général, le client, il sait la destination ou les destinations qu'il souhaite, et après il choisit sa formule. Il y en a même d'ailleurs, dans certains cas, la formule, en effet, ça va être plus important. Par exemple, depuis 5 ans, le voyage à la carte se développe énormément. Il y a des clients qui ne veulent plus de circuits complètement structurés, complètement organisés. Il y a aussi des clients qui vous disent, moi, j'ai pas le temps, je travaille, j'ai pas le temps de préparer. Allez, une semaine de circuit organisé, une semaine de séjour. Il y a tous les cas de figure. Il y a même aussi, j'appartiens à la génération de 68, il y a aussi un certain nombre de 68 heures, et hop, un billet, le guide du routard, et c'est parti. Avec la femme, la compagne, quelques amis, on y va. Il y a vraiment tous les cas de figure. Et puis il y a aussi des pays, lorsqu'on veut avoir des guides extrêmement compétents. Je citais l'Égypte tout à l'heure. Là, à mon avis, de découvrir l'Égypte seul, on risque de louper, je dirais, un certain nombre de choses. Il y a des cas où il est indispensable qu'il y ait des personnes compétentes avec vous. Et puis, il y a des pays comme le Yémen, il vaut mieux être accompagné. Autrement, on risque d'être pris en otage rapidement. En général, ça se termine bien. Voilà un véritable circuit aventure. Ah oui, c'est sûr. Absolument. Et on a quelque chose à raconter au moins à ses amis au retour. Voilà comment ça s'est passé quand j'étais otage à Sanaa. Est-ce qu'il y a des destinations qui vont être un peu plus prisées que les autres alors ou est-ce qu'on va toujours rester sur les Antilles? Si, il y en a, par exemple. Je prends l'exemple de l'océan Indien. Bon, on a évoqué tout à l'heure très rapidement la Réunion. Une destination comme Madagascar marche très très bien. Les Français aiment Madagascar. Il y a maintenant un commencement de concurrence
pour aller à Madagascar. Notre compagnie, la compagnie Corsair, concurrence le pool Air France, Air Madagascar. Les prix ont baissé et on voit bien actuellement, il y a un programme de rénovation hôtelière à Madagascar, il y a de la construction, c'est le moment d'aller à Madagascar. Faut quand même attention, faut être en bonne santé. Dans un conseil, si on va à Madagascar. Ça, Vous parliez de Corsair. la Corse, tiens. La Corse. Voilà, transmission de pensée, je vais vous parler de la Corse. Oui, la Corse, c'est Formidable. fabuleux. Alors justement, la Corse, vous avez eu des difficultés? Non, enfin je sais pas, vous allez Si, nous j'en le dire. ai eu, mais Vous en moi, avez eu absolument, j'en ai eu. Mais j'ai suivi les consignes. Le préfet de police de Paris s'appelle M. Massani. Massoni, oui. Il est C'est un corse. Corse, ouais. En 93, tous les 2 jours, on avait une agence qui sautait chez Nouvelle Frontière. Et du coup, j'ai fait la connaissance du préfet Massani. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur le préfet? Aller discuter avec les nationalistes. C'est quand même formidable qu'un préfet de la République me conseille d'aller rencontrer les gens qui faisaient sauter mes agences. J'ai trouvé ça formidable de la part de la République. Ouais. Et il vous a pas dit en plus. Et c'est comme ça que je suis devenu sponsor Voilà, c'est ce que de j'allais l'équipe dire. de Bastia. Ouais. Vous voyez, c'est une démarche très spontanée et très volontaire. Ouais. Absolument. En gros, ce que vous nous dites, c'est que les nationalistes vous ont dit, vous sponsorisez le club de Bastia, sinon on fait sauter vos agences un peu plus. Bah, vous savez, vous me parliez du Premier ministre tout à l'heure. Il avait dit qu'il ne discuterait jamais avec les nationalistes. C'est ce Vous qu'il a avez fait récemment. Ouais. Bon, ben voilà. Hein, vous savez... Et là, vous n'avez plus de menaces aujourd'hui? Ah, Vous pas êtes du tranquille tout. Ah, ben non, mais d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un reportage l'autre jour à la télé, on dit, depuis 93, rien n'a sauté. Non, non, je suis même un exemple pour nos amis corses. Ouais. Mais Absolument. par contre, il serait difficile de retirer votre partenariat du FC Bastia. Je ne l'ai jamais envisagé. Ah bah j'imagine. Ça, moi, je vais être très clair. Et en plus, cette équipe marche très bien. Oui. ça Elle est tombe en bien. division 1, sur les maillots Nouvelle Frontière. Chaque fois que je regarde un peu sur Canal ou sur TF1, bah, c'est clair, ça me permet de penser à l'entreprise. Ouais. Alors, C'est un gros investissement pour vous, non? 3 millions par an, Ça va. Pour pas se faire sauter les depuis agences. 93. Donc puis maintenant, attention, l'ambiance dans l'île est différente. Quand même. Depuis 97, le tourisme marche mieux. Et c'est vrai qu'à 1h30, je dirais, de Paris ou des métropoles régionales, c'est vraiment une île magnifique. Et vraiment, la Corse a besoin du tourisme. Et ça marche. Très bien. La dernière saison a été excellente. Nous avons là-bas, nous, 1100 lits, 2 paladiers en Corse. Plus une compagnie. Oui, est-ce- une ouais. compagnie corsaire dont le siège était à Ajaccio d'ailleurs, mais qui est une compagnie privée, qui ne touche aucune subvention. C'est important de le préciser, qui n'a jamais touché un centime de l'État. C'est pas le cas de Corse Méditerranée. Entre parenthèses. C'est important de le préciser. Comment voyage Jacques Maillot? À part avec Nouvelle Frontière. Ben, écoutez, je voyage en train, c'est mon dernier voyage. Oui, je bien suis sûr. arrivé au Mans en train. Ouais. Je voyage tout à fait normalement, je voyage quotidiennement en scooter. Et puis autrement, je prends les transports en commun. Oui, mais j'entends des voyages de loisirs, de détente. Détente, eh ben, je prends un avion de Corsair. Oui, bien sûr. Absolument, Non, mais vos voilà. destinations, vos formules, est-ce que c'est comme vous le disiez tout à l'heure, vous partez avec un sac à dos? Non, quand j'ai un peu de temps libre, puisque j'ai quand même un rythme assez soutenu, Oui. je dors, je me repose. Et en général, quand je veux vraiment quitter Paris, je vais ou en Corse, ou en Égypte, ou au Maroc. Voilà, en général. Mais très, très souvent en Corse, maintenant, Ah bah vous avez beaucoup d'amis là-bas. absolument. Ça crée des liens. Si le public souhaite poser des questions. Question, vous levez la main pour gagner un petit peu de temps, pour que les 2 micros, les 2 hôtesses s'avancent. Sur les 400 et quelques personnes qu'il y a certainement des questions. Est-ce qu'on a préparé la première? On devrait toujours préparer la première question. Sinon, vous donnez le micro à quelqu'un, comme ça, au hasard. Alors, monsieur le Président, on va peut-être vous apporter un micro. Un micro. Même si vous avez une voix forte. Voilà. Vous préparez d'autres questions. J'ai été. Oui, je sais pas s'il marche. Oui, il marche. Allez-y. Oui. Non. Si, Oui. si. Bon. J'étais très intéressé dans ce que j'ai entendu tout à l'heure, notamment sur le problème, M. Maillot achète des Airbus. Pas d'euros pour les financer. Est-ce que c'est un tour de passe-passe d'Airbus pour vous faire augmenter la facture de 15%, puisque le dollar a pris 15% par rapport à l'euro en un an? Ou est-ce que votre contrat évitait une clause de réévaluation? Non, alors, il faut connaître, c'est plutôt un tour de passe-passe. On a payé chaque Airbus 500 millions. C'était d'ailleurs avant l'augmentation du dollar. Non, c'est la culture. On m'a répondu, la culture aéronautique
tout se passe en dollars. Si vraiment vous y tenez, le contrat qui est fait est en dollars, hein, il est en anglais et en dollars, on va le traduire en français si vous voulez, et après on fera des conversions en euros. C'est vraiment la pratique et la culture. On m'a dit éventuellement ça changera en 2002. La négociation avec Airbus s'est bien passée, on a fait jouer la concurrence avec Boeing, on devait acheter ou des Boeing 767 ou des Airbus, on a acheté 2 A330, 209, ce qui était pour une entreprise comme la nôtre un investissement lourd, et le prix, on a bien acheté. On a même eu une bonne réduction. D'ailleurs, là aussi, l'intérêt sur la culture et tout un système de commission, on leur a dit pas de com, hein, c'est clair, on veut des prix nets, clairs et transparents, et ça s'est bien passé. Mais on nous a dit, l'habitude, la pratique dans l'aéronautique, c'est en anglais et en dollars. D'ailleurs, le Monde en a parlé récemment, faisant le point de l'euro. Et c'est vrai que l'euro, bon, les banques, on nous a parlé beaucoup du passage à l'euro, qui avait été une réussite magnifique, mais concrètement maintenant pour les, je dirais pour les consommateurs, pour les citoyens, je vois, j'ai dû avoir 4 paiements en euros sur 3000 clients. C'est pas... Alors, un jour, il y a un client qui a dit si, moi j'ai mon chéquier en euros, aucun problème, il a payé en euros. Donc l'euro, ça va être vraiment en 2002. Autre petite question, et j'arrête là. Vous êtes un homme qui avait dû parler vrai, on l'a constaté. Moi, je suis quelqu'un qui m'inquiète des situations de monopole. Comment est-ce que vous pouvez nous aider pour qu'en France, le transport aérien baisse? Car aujourd'hui, vous l'avez rappelé tout à l'heure, on va pour beaucoup plus cher à Rodez qu'on ne va à Chicago, ou en tout cas, ou à New York, enfin un peu plus cher. Et le prix du transport aérien au travers de la France est quelque chose d'absolument scandaleux. Alors comment est-ce qu'on peut faire bouger les choses pour que les Français puissent voyager, et notamment les jeunes, à des conditions de prix raisonnables? Bon, je dirais, concernant l'Europe et l'extérieur, il n'y a pas de problème. Parce que l'avantage, il y a... Non, mais attendez, je dis déjà le point positif. Concernant au niveau, sur le plan international et européen, toutes les compagnies touchent Roissy ou Orly, la concurrence, elle est très vive. Il n'y a qu'à voir les prix pratiqués. Air France est en situation de concurrence maintenant en permanence. Alors, il y a un véritable problème dans l'Hexagone. Dans l'Hexagone, actuellement, dans le meilleur des cas, il y a 3 compagnies aériennes pour la desserte de la France, c'est-à-dire Air France, AOM et Air Liberté. Mais dans beaucoup de cas, il n'y a que 2 compagnies. Donc, la réponse, il faut d'abord qu'il y ait plus de concurrence entre ces 3 compagnies aériennes. Or, actuellement, il y a un danger, puisque AOM, qui a été racheté par Swissair, risque aussi de racheter Air Liberté. Donc ça veut dire que demain, ça se trouve, il y aura uniquement Air France, et puis je dirais le groupe Swissair, AOM, Air Liberté. Donc la réponse, il faut ou que des compagnies privées, comme nous avec Corsair, on s'intéresse à l'Hexagone, mais ce n'est pas du tout le même métier que les longs courriers ou les moyens courriers, ou alors ce qu'il faut, c'est que des petites et des moyennes compagnies se développent, ou des compagnies françaises ou des compagnies européennes. Malheureusement, actuellement, il y a un problème, c'est qu'on le voit, une compagnie comme Regional Airlines vient de se vendre à Air France. Et c'est vrai qu'actuellement, il y a des regroupements, des concentrations, des absorptions. Je crois que dans notre secteur, qui a été un secteur en effet très touché par le monopole, il faut que se créent de nouvelles entreprises. Il faut que dans le domaine du transport aérien, à la fois que les compagnies existantes diversifient leur activité et s'intéressent à la concurrence à l'intérieur de l'Hexagone, et puis que se créent de nouveaux transporteurs. Et ça me semble indispensable pour, en effet, qu'on ait des situations similaires à ce qui se passe par rapport au Paris-New York, par rapport au Paris-Berlin, par rapport au Paris-Rome, qui est vraiment une situation de concurrence. Vous bénissez l'Europe d'avoir ouvert la concurrence dans le ciel. Je suis un Européen convaincu, et je dis que le traité de Rome, qui a maintenant 50 ans, est un excellent texte. Et les Français, qui très souvent se plaignent parfois de directives tatillonnes, je dis que dans le domaine du tourisme et du transport aérien, heureusement qu'il y a eu l'Europe. Lorsque M. Ponce et Mme Hydrax, son adjointe, ont enfin ouvert, je dirais, le ciel français, c'est grâce à l'Europe. S'il n'y avait pas eu l'Europe, et pareil, si Air France n'avait pas eu ces difficultés,
je dirais, il y aurait eu un peu moins de concurrence. Et Bruxelles, qui avait accepté la recapitalisation des 20 milliards, a exigé un certain nombre de contreparties dans le domaine de la concurrence. L'Europe a eu un rôle important pour la défense des consommateurs, pour que la concurrence fonctionne. On n'a pas besoin des arrêtés de Mme Lebranchu, vous l'avez compris. L'Europe, c'est plus fort que Lebranchu. Je fais une pub terrible, elle ne revient pas, Mme Lebranchu. Et votre ministre Jean-Claude Guessot, pardon, excusez-moi. Ah, mon ministre Jean-Claude Guessot, c'est un bon politique. Ouais. Ah, ça, c'est un politique pur, absolument. Il dialogue bien. Monsieur. Oui, monsieur. Allez-y, monsieur. Oui, ça Allez-y. marche. Poussez au Vitel. Ça doit alors. marcher. Ça marche là? Oui, allez-y. Monsieur le Président, comment voyez-vous l'évolution du loisir et du tourisme? Vous le voyez plus sur un plan culturel ou plus sur un plan détente épargnante pour les 5 années à venir? Oh, bah, je crois que votre question est excellente parce qu'il y a dedans la réponse. Je dirais franchement, les deux. Non mais objectivement, c'est au consommateur de choisir. J'ai évoqué tout à l'heure l'Égypte. Quelqu'un qui veut aller faire un voyage culturel, et la France a par exemple des enseignants qui sont passionnés de culture, et il n'y a qu'à voir en Égypte, en Grèce, en Turquie. Pour celles et ceux qui veulent vraiment des voyages culturels, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Et même il y a des tas de possibilités aussi, il ne faut pas l'oublier, à l'intérieur de l'Hexagone. Mais on parlait beaucoup des 35 heures, se reposer, se détendre, coincer la bulle, c'est quelque chose aussi de nécessaire. Hein, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons une formule d'hôtel club. Donc je dirais c'est un petit peu un mélange de tout ça. C'est vrai qu'il y a des consommateurs qui vont privilégier les voyages culturels, d'autres qui vont privilégier la détente, d'autres qui sont fanats de sport et qui pendant 15 jours, 3 semaines vont faire du sport à fond. Puis il y a aussi des consommateurs qui mélangent un petit peu toutes ces formules. J'aurais tendance à vous dire que déjà actuellement tout est possible et que tout sera encore plus possible dans les 5 et dans les 10 années qui viennent, avec des prix ultra compétitifs et bien sûr, comme je disais tout à l'heure, le meilleur rapport qualité-prix. Donc dans votre question, il y a la réponse et tout est possible. Il y a des mains qui se lèvent. Il y a une main qui se lève là-bas. Si ça ne vous dérange pas de vous lever, c'est mieux. Madame. Merci. Je voudrais savoir, parce que c'est très bien de voyager de plus en plus, si vous êtes conscient que dans les avions, ça devient la boîte de sardines. Alors c'est bien de voyager beaucoup, mais vraiment, ça devient Vous ne parlez très, pas du plateau très repas, inconfortable. Pardon. Juste pour prolonger la question de madame, il paraît que vous avez réduit l'espace des hôtesses et des stewards dans certains avions pour avoir plus de place pour vos passagers. Là, je vois une double question, vous en rajoutez, cher monsieur. Oui, mais c'est non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Alors, je vais parler clair. Vous avez raison. Mais je l'ai dit, tout est possible. À la fois, nous avons la pression de la concurrence, et même lorsque les prix sont très bas, des clients nous disent c'est encore trop cher, baissez. Et il y a beaucoup de clients qui nous disent au retour, je suis prêt à payer 200 francs de plus ou 250 francs, mais être beaucoup plus à l'aise. Et je vous réponds d'abord, c'est possible. Je prends le cas d'abord de nos propres avions. On a une classe qui est la classe grand large, au pont supérieur de nos 747, mais c'est forcément un petit peu plus cher. Donc, je dirais, se développent de plus en plus des formules à la carte, et le consommateur qui souhaite avoir une meilleure qualité de service, il faut qu'il paye un supplément. À mon avis, un système d'options se développe de plus en plus. Alors, c'est vrai, monsieur 10, vous avez réduit. Nous avons des 747-300 où nous mettons 580 clients. Alors, 500, ça vaut que l'avion de 500 places, on en parle déjà beaucoup avec Airbus, mais il existe déjà. On n'est pas très serré. Mais je ne vais pas vous dire, quand on est 580 dans un avion, qu'on a vraiment les grands espaces et qu'on peut lire Ouest France dans les meilleures conditions pendant 8 heures. Excusez-moi de faire de la pub, je n'oublie pas l'autre journal non plus, vive la concurrence. Le Maine Libre. Ou le Maine Libre, hein, je ne veux pas faire de la pub que pour Ouest France. Hein. Mais si vous voulez, soyons clairs, il faut payer un supplément. C'est combien la différence entre le grand large et la classe différence sur les Antilles, c'est 750 francs. Il y a une différence, mais ça vaut la peine. Et on le voit d'ailleurs, je parlais de Tahiti tout à l'heure, hein, ou par exemple déjà la côte ouest, San Francisco, Los Angeles, beaucoup de clients prennent ces places-là. D'ailleurs, elles sont remplies
très longtemps à l'avance. Ceci dit, il y a des dates où malheureusement les avions ne sont pas pleins, où là on est un peu moins tassé. Et puis en dehors de nos propres avions, on travaille avec toutes les compagnies aériennes, et toutes les compagnies n'ont pas tout à fait la même politique. Mais c'est vrai qu'en classe économique, votre remarque est juste, madame, lorsque c'est plein, on a tendance à être un petit peu serré. Et puis en plus encore, il y a de bonnes places et de mauvaises places. Quelqu'un qui est à côté des toilettes, c'est pas toujours la meilleure place. Mais c'est important qu'il y ait des toilettes à bord, par contre. Vous voyez, non mais... Surtout sur 42 heures d'avion. Alors l'idéal, c'est lorsqu'un client est à côté d'une toilette, c'est le prochain vol de le mettre à une autre place. Non mais c'est vrai, d'être à l'écoute de la clientèle. Mais c'est vrai que la tendance actuelle, c'est vraiment de bien remplir les avions. Et c'est la politique de l'ensemble des compagnies aériennes. On parlait des promotions tout à l'heure qu'on trouve sur Internet, sur Minitel, sur d'autres supports encore. Est-ce que, quand on va dans une agence Nouvelles Frontières, est-ce que là aussi on peut avoir une promotion? Est-ce qu'on peut négocier, parce qu'on est en période où il y a des départs dans une semaine, il reste un peu de place, est-ce qu'on peut négocier? Ah, tout à fait. Les promos sont aussi dans les agences. En dehors d'Internet, on a des promotions qui sortent tous les lundis, et les promos, elles sont dans les agences. L'ensemble des vendeurs sont au courant de ces promotions. On les met après dans l'ordinateur, on a un système de messagerie électronique, et tout le monde est informé. Ah oui, ça, tous les consommateurs, sans exception, peuvent bénéficier des promos. Question de la salle. Qui peut poser des questions ou apporter des témoignages sur des voyages, monsieur? On vous sent très réservé sur l'ouverture au capital à laquelle vous avez procédé cette année, et sans doute à juste titre parce que vous tenez beaucoup à la culture de l'entreprise. Et est-ce que vous ne croyez pas tout de même que la course à la taille qui caractérise l'entrée dans l'euro va faire des 20% que vous envisagez de mettre sur le marché une part un petit peu juste? Est-ce que vous êtes prêt à aller au-delà? Écoutez, dans un premier temps, nous avons décidé de mettre 15 à 20% maximum. Vous savez, c'est un choix. C'est une entreprise qui a été montée de toutes pièces et qui est totalement indépendante. On maîtrise complètement la partie capitalistique. Non, je crois qu'à mon avis, là aussi, pas de pensée unique. Je crois qu'il y a plusieurs types d'entreprises. C'est vrai qu'on pourrait tout à fait... J'ai eu, il y a 18 mois, une proposition, et je peux le citer, d'un tour opérateur britannique qui s'appelle Air Tours. Je ne raconte même pas l'histoire, qui finalement au téléphone me dit « Votre entreprise, on vous en donne tout de suite 2 milliards 300 millions ». Un coup de téléphone avec un responsable britannique, 2 milliards 3, c'est pas mal. Je lui dis « C'est insuffisant, ça vaut 4 milliards ». Il me dit 4 milliards, c'est d'accord, j'arrive tout de suite. Bon, si vous voulez, c'est quand même une drôle de pratique. Alors là, les Français, on ne réagit pas comme les Britanniques et comme les Allemands. Moi, personnellement, ça fait 32 ans que je travaille à développer cette entreprise. Bon, personnellement, j'ai envie que ça continue pour l'instant. Et je trouve ça très bien. J'ai pas envie tous les matins de prendre mon scooter et d'aller dire je vais aller voir mon patron britannique. Très franchement, je suis pas prêt à cette mutation. Je réponds clairement. Donc pour l'instant, ça nous convient tout à fait. En plus, on est en train de rajeunir les cadres. Je viens de faire rentrer un vice-président qui a 37 ans, j'allais vous le dire, qui est en pleine forme. Donc on prévoit la pérennité, le développement de l'entreprise. Je dis qu'en France, on peut rester indépendant. On n'est pas obligé d'être contrôlé par des Allemands, par des Américains. Et je n'ai pas envie de travailler pour un fonds de pension américain. Moi, franchement, ça me convient pas, ça. Ce jeune de je le dis clairement là-dessus. Ce recrutement je me sens très gaulien là-dessus. Ce recrutement de ce jeune de 37 ans a fait un peu parler la presse économique en disant « ça y est, Jacques Maillot prépare sa succession », c'est vrai? Écoutez, je suis quelqu'un de responsable, j'ai 58 ans. Je suis là depuis le début, mais en effet, je pense à la suite. Et il me semble important de faire appel à des personnes différentes et de générations différentes. Je suis en train de rajeunir le staff, de rajeunir l'équipe. Ça me semble important. En plus, j'ai choisi quelqu'un de très compétent dans les nouvelles technologies, tout ce qui touche au multimédia, tout ce qui touche au web. Il vient de France Télécom. Absolument. Donc, vous voyez,
et d'amener du sang neuf et des cultures différentes, faire la synthèse de différentes cultures. Ça me semble bon pour être capable d'être compétitif par rapport à la concurrence internationale. Mais notre objectif, c'est vraiment de rester indépendant. D'ailleurs, si vous ne voulez pas rester indépendant, on dirait directement au règlement mensuel. Et pour répondre à la question de monsieur, on mettrait tout de suite 25%. Y a-t-il d'autres questions? Si je, juste, Oui. Madame, Si, là, moi, je vois- Madame, levez bien la main. Vous avez levé la main, madame, non? Ah, c'est pour moi, oui. C'est la réponse. Ah oui, c'est la réponse. Oui, attendez, madame, pendant ce temps-là, vous Je levez, peux non? prendre? Madame, Bah, allez-y, c'est peut-être une bonne nouvelle en plus. Donc. C'est pas sûr. C'est pas... C'est plus 4 milliards, c'est 5 milliards. Ça s'est bien passé? voulez-vous que je coupe les micros? On va couper le micro, quand même. Ah bon? Bon. Ah. Bon, ben, je vous rappelle. Je vous rappelle sur le portable. Ok. Bye bye. Vous êtes Salut, libre. mon cher maître. Vous voyez, on traite en direct. Ouais. Donc c'est 4 ou 5 maintenant? C'est 5 milliards? Face aux Anglais dans un dossier, on est bien parti. Justement. Ouais. La question de... Excusez-moi. Encore une ou deux dernières Ah questions? non, mais moi, tout ce que vous voulez, hein, je suis oui, pas pressé. oui. Oui, j'ai vu monsieur. que madame avait levé la main, mais Monsieur. ensuite Et puis, il y a elle a monsieur, baissé. aussi. Monsieur. Oui, c'est le portable qui a... Est-ce que vous pouvez lever la main? question. Mais oui. Levez la main. Merci, s'il vous plaît. Il y a une autre question? Allez-y, monsieur, ça, oui, ça marche. Allô, allô. Oui, vous êtes un libéral réputé de gauche. Vous êtes sur un créneau porteur, c'est-à-dire que pratiquement l'aviation se porte bien. Qu'est-ce que vous pensez de la mondialisation et de l'ouverture des frontières à tout va telle qu'on la voit actuellement? Bah, si vous voulez, le problème, que je sois pour ou contre la mondialisation, le débat n'est pas là. La mondialisation, si vous voulez, c'est une réalité. Et je la constate tous les jours. Alors, dans la mondialisation, à la fois il y a d'excellentes choses, et en effet, dans le domaine de la concurrence, et puis forcément, on l'a vu à Seattle, quand c'est très mal préparé, il n'y a pas que des aspects positifs. Vous m'avez mis tout de suite une étiquette. C'est vrai que je suis très attaché à l'économie de marché, mais ça ne veut pas dire qu'il doit y avoir aucune règle. Si vous voulez, entre le système français et honnêtement, où pendant 50 ans, il y a eu vraiment des règles, et même des règles pesantes, il faut voir que quand même, il a fallu attendre Pierre Bérégovoy, qui était là-dessus en économie un très bon Premier ministre, pour qu'il y ait la liberté des prix. Je crois qu'il faut voir qu'en France, il y a des choses qui se sont faites vraiment après. Donc, à mon avis, l'économie de marché, de toute façon, c'est tout ce qu'on est arrivé à inventer. Les autres systèmes économiques, ils ont échoué. Bon, depuis la chute du mur de Berlin, c'est clair, tout le monde, qu'on le veuille ou non, est une économie de marché. Mais ce qu'il faut, à mon avis, c'est d'arriver à définir au niveau de l'Europe un certain nombre de règles du jeu, à la fois sur le plan économique et aussi sur le plan social. Et là, on se rend compte qu'il y a des difficultés, parce que les politiques sociales dans les différents pays de la communauté ne sont pas les mêmes. Donc c'est déjà difficile sur un plan européen, c'est encore beaucoup plus difficile concernant la mondialisation. Et ce qui s'est passé à Seattle, à mon avis, est intéressant. Mais quand même, n'oublions pas que la France est un pays qui exporte, est un pays qui, je dirais, fait énormément de richesses en vendant à l'étranger et en vendant à l'international. Donc on a vraiment besoin de nos développements internationaux. Donc je ne suis pas du tout, je ne participerai pas à cette sirène anti-mondialisation. D'ailleurs, de toute façon, le livre, par exemple, de Mme Forester, que j'ai lu, bon, c'est un excellent pamphlet, il est bien écrit, c'est bien fait, mais honnêtement, c'est facile. Quand on ferme le livre, on se rend compte que le monde est toujours à la même place, et qu'il faut, lorsqu'on est entrepreneur, être compétitif. Mais ce qui me semble, par contre, important, ça rejoint un petit peu la question de tout à l'heure, c'est un petit peu après ce que l'on fait de cette mondialisation, ce que l'on fait du développement économique. Un exemple,
on aurait pu, nous, privilégier les richesses et créer moins d'emplois. Bien que je sois, pour reprendre votre étiquette, un libéral, j'ai toujours privilégié le développement des personnes et le développement de l'emploi. Donc, à mon avis, si on arrive à mettre un peu de cadre moral, un peu d'éthique dans la mondialisation, ça peut être une chance pour beaucoup de pays. Ça peut être une possibilité aussi réellement de développement. Et je dirais que la France, l'Europe, nous avons besoin de cette mondialisation. C'est une réalité économique. On ne peut plus vivre en autarcie. Je prends un exemple, la Chine. J'entendais ce matin un groupe de chefs d'entreprise qui allaient en Chine pour prendre des parts de marché. Eh bien, il faut qu'on soit présent sur l'ensemble de ces marchés. Et je pense que là-dessus, l'Europe et la France peuvent avoir un rôle extrêmement important pour prendre des parts de marché. Bien, cette question était peut-être la dernière, madame. S'il vous plaît, pour une personne handicapée qui ne peut se déplacer qu'en fauteuil roulant, est-ce qu'elle peut voyager avec Nouvelles Frontières? Je vous réponds, non seulement elle peut, oui, je dirais, puis c'est un devoir pour nous, c'est à nous, on doit pouvoir accueillir tout le monde, et je vous réponds, oui, elle peut, et on le fait. Et simplement, il faut que ça soit, par contre, bien signalé, pour qu'il n'y ait pas de problème. Des fois, parce que parfois c'est clair, je dirais, au niveau de l'organisateur, mais si c'est une formule, un circuit en groupe, c'est important qu'on le sache assez à l'avance pour bien prévenir le groupe, pour qu'il n'y ait pas de difficulté, parce que malheureusement, les participants, il y a des clients formidables et des clients ouverts, ce n'est pas toujours le cas. Donc, oui, à condition que ça soit, qu'on le sache quand même suffisamment à l'avance et que ça soit bien préparé pour que le voyage se passe dans les meilleures conditions, que ce soit un circuit, un vol ou un séjour. Bien, je crois qu'on arrive au terme de cette soirée. Avant de laisser la parole au sénateur du Loir, président du Conseil général, Stéphane Courgeon va vous donner peut-être les dates des prochains invités. Certains de vos prédécesseurs, M. Maillot, signaient des livres. Vous n'avez pas écrit de livres, mais vous auriez dû venir avec certains de catalogues. On a pu faire signer le catalogue. Et en plus, je crois que vous les donnez. Ah, je les donne. Alors, la prochaine fois, on organisera cela. Je suis quelqu'un de généreux, vous m'auriez dit, je serais venu. J'aurais demandé à Daniel Massiot d'amener un stock de l'agence du Mans. Absolument, on aura amené la Vos Chercher Jour qui vient de sortir. On le fera. Non, mais j'ai pas fait de livre, mais ça ne saurait tarder. Président. Bien, chers amis, il me revient de conclure. Je voudrais, en votre nom à tous, remercier Jacques Maillot d'être venu parmi nous ce soir. Mais si vous le permettez, moi, je suis resté sur ma soif sur deux choses. Premièrement, j'ai lu votre biographie, je sais que vous êtes né à Issy-les-Moulineaux, vous avez 2 garçons, 2 filles. Est-ce que c'est le climat d'Issy-les-Moulineaux qui fait que vous avez cette faconde? Parce que je suis assez lié avec Santini et je trouve que vous avez le même humour. Écoutez, si vous me faites un parallèle avec Santini, je trouve que c'est un compliment. Mais c'était pas justement quelque chose de péjoratif, du tout, mais c'est vrai que... Mais lui, il n'est pas né à Issy-les-Moulineaux, par contre, Santini. Non, mais il y a une culture qui se transmet, là, peut-être. C'est un Corse, c'est pour ça. Le contact passe bien avec les Corses. Et la transition, c'est corsaire. Ah oui, d'accord. Très bien. Avec les Corses d'Issy-les-Moulineaux. Tout à fait. Il vient de sortir un très bon livre où il critique les experts. Oui, il me l'a envoyé dédicacé, mais je n'ai pas encore eu le temps de le lire. Parce que le problème en politique, c'est qu'on n'a même pas le temps de penser maintenant. Au Sénat, on peut pas lire un petit peu? C'est-à-dire, quand je suis au Sénat, on me rappelle ici. Quand je suis ici, j'ai besoin. C'est pas toujours si simple. Mais là, vous m'avez tendu. Oui, d'accord. Bien. Deuxième chose, vous avez dit tout à l'heure, ou plutôt c'est le journaliste, que vous souhaitiez vous développer sur Cuba. Comment ça se passe? Parce que Cuba est un pays difficile qui a du mal à sortir du joug communiste, mais c'est un merveilleux pays où je suis allé une fois, superbe. Est-ce qu'il y a moyen, grâce à Nouvelles Frontières, de faire évoluer un petit peu les choses? Est-ce que vous avez un développement important sur Cuba? On a un développement important dans la région. Comme je l'ai dit, en dehors des Antilles françaises, on s'est beaucoup développé et on est en train en République dominicaine, où là, bien sûr, c'est facile, et puisqu'il y a en plus une volonté politique. Et sur Cuba, on fait maintenant un vol hebdomadaire et on a positionné un paquebot à la Havane pour faire des croisières. Mais il est sûr que nous, il y a une règle générale, lorsqu'on investit sur place, on veut être l'actionnaire majoritaire, c'est-à-dire avoir 51%. Or, à Cuba, pour l'instant,
lorsqu'on est actionnaire, on ne peut avoir que 49%. Nous avons des discussions, j'ai eu des discussions assez serrées avec M. Larrey, qui est le numéro 3 du régime, le vice-président du Conseil d'État cubain, et on n'est pas tombé d'accord là-dessus. À mon avis, de toute façon, l'évolution, les droits de l'homme et la démocratie l'emportent toujours. Donc je suis tout à fait confiant à Cuba, les droits de l'homme l'emporteront, comme partout dans le monde, comme en Irak d'ailleurs. Moi j'en suis persuadé. Alors ce qui est vrai, c'est donc important d'envoyer des touristes, ce que nous faisons, et d'en envoyer de plus en plus. Mais par contre, pour franchir l'étape de l'investissement, à moins de se mettre d'accord avec M. Bourgoin ou avec Depardieu, mais Depardieu est un excellent acteur, mais à mon avis, pour faire une société, je ne la ferai pas avec Depardieu. Vous voyez, et Bourgoin, c'est le poulet. Bourgoin, c'est le poulet. C'est un ami de Fidel Castro. Donc, oui. Mais ça n'a rien à voir avec le poulet de Loé. Oui, pour répondre à votre question, oui au développement à Cuba, mais nous, c'est clair, on tient à être majoritaire. C'est normal lorsqu'on fait des investissements lourds. Mais c'est vrai qu'actuellement, l'embargo arrange bien Fidel Castro. Et à la limite, il ne pousse pas pour que l'embargo soit levé. Ils ne sont pas d'illusions. Merci de cette réponse. Eh bien, merci au nom de tous d'être venus ce soir et je crois que vous nous avez permis de passer un excellent moment.